Bonjour à tous et bienvenue dans le 24e épisode de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi le dire. Ça va super, surtout qu'aujourd'hui, on a un nouvel invité. Axel Ravinet est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas, Axel? Bah, ça va très bien, hein, et vous les gars? Ça va super, ça fait un petit moment qu'on essayait de t'avoir. C'était pas forcément évident. Ouais. C'est un petit moment qu'on s'est pas vu aussi, parce Ouais, que. ouais, je suis grave. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, ça fait un petit moment qu'on devait faire ce podcast. Ouais. Je pensais que j'allais faire partie des premiers, mais vu que je suis un peu un boomer d'Internet, un boomer des setups d'ordinateur, ça a été un peu une galère, mais aujourd'hui on est là. Un boomer d'internet. Mieux vaut tard que jamais, hein. Ouais. C'est clair. Bah, Axel, ce qu'on peut faire éventuellement pour commencer, c'est peut-être que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas, juste d'un point de vue sportif, ce que tu fais, professionnel, etc. Et puis après, on Ok, découlera vers la trame. ok. Donc je m'appelle Axel Ravinet, j'ai 27 ans. Déjà, ça me fait toujours un peu bizarre parce qu'on croit qu'on reste vers la vingtaine toute la vie, mais petit à petit on s'approche des 30 ans quand même. Ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne et que je fais du power. Je suis formateur pour la formation Bayesian France que vous connaissez évidemment tous les deux. Et je suis président aussi d'une petite salle associative de powerlifting qui me prend aussi pas mal de temps. Et évidemment, à côté de ça, je suis coach sportif en ligne et en présentiel, avec évidemment une prépondérance pour le powerlifting. Mais vu que je suis un peu touche à tout, un peu curieux de plein de choses, un peu tous les profils m'intéressent à partir du moment où les gens ont envie de devenir meilleurs, plus forts et plus esthétiques, on va dire, plus athlétiques. Donc, du coup, Ok. en coaching, t'as un peu de gens qui veulent aussi prendre de la masse musculaire en mode bodybuilding. Ouais, complètement. En plus, vu que mon approche du powerlifting est quand même une approche du powerlifting un peu différente de ce qu'on peut voir généralement en France, évidemment que ouais, j'ai des gens qui veulent complètement en fait devenir plus forts et devenir plus musclés. Donc du coup, je pense qu'on a les clients que l'on mérite. Et vu que c'est un peu mon objectif à moi aussi, et ben forcément, ça tend un peu vers ça. Super. Ok. Axel, qu'est-ce qui t'a amené vers le power? Est-ce que t'as commencé par ça ou est-ce que t'as fait autre chose avant? Alors, j'ai fait plein de petits sports Ouais. avant, des sports en tout genre, des disciplines en tout genre. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais quand j'étais plus jeune, j'ai fait pendant des années, j'ai fait de la danse, tout type de danse. J'ai fini par le breakdance, j'ai fait un peu des arts martiaux, j'ai fait de la boxe. Et je suis arrivé au power parce que je voulais faire du bodybuilding à la base. Donc, ce qui se rejoint et en même temps ce qui n'était pas l'objectif principal. Mais cette fameuse salle dont je suis président, en fait, je me suis entraîné là-bas, enfin, j'ai commencé à m'entraîner là-bas il y a une dizaine d'années. Et en fait, il y avait un petit tableau des minima pour les championnats de France de développé couché. Et à l'époque, je devais faire genre 95 kilos au bench. Et à l'époque, en moins de 74, ce qui était l'équivalent des sub-juniors aujourd'hui, c'était 100 kilos. Et mon père m'a dit Ah, t'as vu, pourquoi est-ce que tu testerais pas la compétition? J'étais un peu en mode Ouais, je suis pas trop chaud. Moi, je suis là pour avoir des grosses épaules et des grosses cuisses. Je suis pas là pour être un mec fort. Et je me suis laissé tenter. J'ai fait une compétition. J'ai décroché la qualif France. Et après, j'ai mis le pied à l'étrier. Je suis jamais ressorti en fait du power. Donc c'est comme ça la vraie histoire du tout début de comment j'ai commencé powerlifting. C'est vraiment un peu par pur hasard en fait. Et t'avais quel âge là quand tu fais cette première compète? J'ai 16 ans. Et du coup, t'as 95 Ah oui. kilos au bench à 16 ans. Genre. Ouais, 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 je fais 95 kilos au bench à 16 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça, parce que moi, vu que je suis de fin d'année, je suis né fin octobre, quand j'étais en seconde, ouais, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, c'est ça, je m'entraînais dans la salle du lycée. Je faisais des 77, 80, 82 avec mes potes. Et puis après, quand je me suis entraîné un peu sur un banc calibré, j'ai fait 95. Et après, ouais, ma première compète de bench, j'ai fait 100 kilos. Donc, ouais, à 16 ans, je faisais genre 100 kilos au bench. T'avais Donc, pas fait de compète de body pas du trop coup mal avant? quoi. T'as pas Pas- voulu faire tout ça? non, en fait, j'avais pas fait de compète de body. Après, j'ai fait une préparation pour une compète de body il y a Ouais, c'est bien ce que je pense. 2 ans, 3 ans. Qui a été une vraie prépa, mais je suis pas monté sur scène.
finalement. On en parlera si vous voulez, parce que j'ai probablement été un peu trop loin dans le fait de je me sentais pas assez shredded et en fait, je pense que j'étais déjà très shredded et ça a fini que le mec est tombé par terre parce que parce que le mec n'a pas senti les effets d'être à 6-7 de body fat. Mais ouais, du coup, je suis jamais monté officiellement sur scène, pour faire une compète de body. C'est un truc que Bah, t'aimerais là, à l'heure actuelle ou c'est un projet abandonné? En fait, je sais pas si c'est quelque chose que j'aimerais parce qu'en fait, j'aime le processus de devenir, plus sec, de voir mon physique changer. Mais pour avoir fait l'expérience complète, en étant très sérieux dans ma diète, dans mon entraînement, la fatigue, le côté social, pas de libido, le sommeil, c'est 0/20. J'avais tout le temps froid, j'étais tout le temps éclaté. C'est particulier. Après, je sais que généralement, on dit que la première prépa de body, c'est la plus dure parce qu'en fait, tu as aucun référentiel, tu as aucun vecteur à comparer avec ce que tu aurais pu vivre avant. Donc, je pense Mm. que si aujourd'hui je faisais une sèche très poussée, je ne le vivrais pas de la même façon. Mais j'y vais quand même un peu avec des pincettes. En ce moment, je suis plutôt sec, mais ça me demande pas trop d'efforts. Donc, quand même, l'intérêt d'avoir fait une grosse sèche, c'est qu'aujourd'hui, je vois bien que mon corps, je le manage autrement. Mm. Mais aller jusqu'au bout du bout, me retrouver genre très fatigué, très creusé, je ne sais pas. Je ne Ouais. sais pas. Je dis pas non, mais je suis pas hyper chaud là dans l'immédiat, quoi. Ouais, bah, c'est ça a vrai que quand si même toi beaucoup tu tends, d'inconvénients. si toi tu tends quand même plus à faire des compètes de power, c'est vrai que se motiver au point d'aller jusqu'à se préparer, tu sais, jusqu'au bout pour une compète de body, c'est pas forcément enfin moi ce que je conseillerais, ou du moins ce que je comprends complètement que t'aies pas envie d'aller jusqu'à ce point-là, tu vois. Parce que Bah, en la fait, le truc, prépa d'une compète de body, c'est super hardcore. ouais, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que jusqu'à un certain niveau, tu peux assez bien mixer les deux. Mais arrivé à un moment, quand la fatigue, elle est trop importante, enfin, de toute façon, je sais très bien que je vais rien vous apprendre, avoir le même volume d'entraînement, avoir la même intensité, quand on est à 3 4 5 6 semaines d'une compétition, c'est quand même compliqué. Déjà, maintenir les perfs, je trouve que c'est vraiment pas mal. Même moi, si genre à 85%, j'avais tendance à quand même réussir à les augmenter. Mais par exemple, sur mon bench, c'était impossible que je fasse mieux que la semaine d'avant, alors que c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais en temps normal. Je gratte toujours 1 kilo, une rep, et là, c'était mais impossible. Sur les power lifts et sur les main lifts, c'était très, très dur. D'ailleurs, en prépa de compète de body, tu continues à t'entraîner comme un power? Alors, je continue à m'entraîner comme un power dans la conception AX trainer, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je m'entraîne comme un power qui quand même met un certain intérêt dans les exercices accessoires et dans le fait de manager et d'augmenter son hypertrophie. Donc, du coup, si je réponds au premier degré à ta question, oui, je continue à m'entraîner comme un power à ma manière. Pour la plupart des gens, je pense que je m'entraîne comme un mec euh, qui fait même si je trouve ce terme complètement con, mais comme un mec qui fait du power building, en Ouais, fait. je vois. Bah, d'ailleurs, Ouais, tu t'as expliqué un petit peu en début de podcast, tu avais une vision qui différait un petit peu des autres power en France, de ce que j'ai compris. Est-ce que Mhm, tu peux peut-être nous mhm. expliquer un petit peu ta vision? Moi, alors, faut savoir que Romain, pour le coup, est un petit peu plus renseigné sur le power. Moi, c'est pas mon cas en termes de planning de power. Donc, pour le coup, je suis un petit peu aussi à la découverte en discutant avec toi. Donc, si tu peux nous Ok. expliquer peut-être ce qui se fait en France, et peut-être que c'est aussi le cas des gens qui nous écoutent, parce qu'on a on parle quasiment que de bodybuilding, donc peut-être que nos auditeurs Mhm. aussi ne seront pas forcément renseignés. Explique-nous peut-être ce qui se fait en France, à l'étranger ou ailleurs, et est-ce que toi, tu fais du coup la différence? Ok. Généralement, en France, en tout cas, il y a une grosse frange de pratiquants de powerlifting qui ont quand même tendance à prioriser euh, énormément le fait de beaucoup pratiquer le squat bench deadlift, c'est-à-dire d'avoir vraiment une mécanique d'approche qui est ultra spécifique au powerlifting. Donc, c'est-à-dire que les mecs, généralement, vont se retrouver à faire 3-4 squats par semaine, 3-4-5 bench par semaine, 2-3-4 deadlifts par semaine. Et donc, ça, c'est un peu le principe de l'ultra-spécificité dans le powerlifting. Avec un peu un certain biais, si je caricature globalement, en disant que, en fait, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ferais du face pull, puisque, en fait, d'une certaine façon, le gain en masse musculaire que je vais avoir sur mes trapèzes et mon arrière d'épaule ne va pas être spécifique au powerlifting, sous-entendu que, bah, en fait, quand je fais du face pull, le gain de masse musculaire que j'ai
ne découle pas en fait de la pratique du SBD. Donc, du coup, il y a toute une frange de personnes qui ont plutôt tendance à rejeter ce genre d'exercice. Évidemment, moi, ce n'est pas mon cas, c'est presque même l'inverse. C'est-à-dire que, évidemment, que je pratique et que je fais pratiquer le squat bench deadlift dans mes programmations, généralement à une fréquence de 2, voire 3 dans certains cas de figure, mais c'est quand même assez rare. Mais je mets quand même tout un accent, toute une partie de la programmation en fonction de l'athlète que j'ai devant moi, de ce qu'il est capable d'encaisser, de ce qu'il a envie de faire aussi, parce que quand même le principe d'adhésion compte beaucoup dans ma programmation. Et donc, c'est-à-dire que moi, je n'ai aucun problème à programmer du leg extension ou du leg press dans une programmation d'un mec qui va faire du powerlifting. Parce que vu qu'on sait très bien, et la littérature l'a très bien démontré, qu'il y avait un cercle vertueux qui s'auto-alimentait entre plus t'es fort égale plus t'es musclé, et plus t'es musclé égale plus t'es fort, et ben du coup, à partir du moment où on alimente en permanence, pour moi et selon ma compréhension des choses, ce cercle en permanence, et ben en fait, il y a aucun problème à pratiquer du leg extension et du leg press quand on fait une grosse prépa de powerlifting. Évidemment, là où je rejoins en partie le camp de l'ultra-spécificité, c'est que quand on se retrouve à 3, 4, 5 semaines d'une compétition de powerlifting, euh, engendrer de la fatigue avec du leg press, avec du hack squat, avec du pendulum squat, ça n'a pas grand intérêt parce qu'il y a un peu un côté, les dés sont jetés, là on se prépare à faire du powerlifting, il faut que notre niveau de fitness, notre niveau à pratiquer le powerlifting soit le plus haut possible. Donc c'est-à-dire que moi je distinguerais un peu une prépa de power un peu en deux catégories, c'est-à-dire mettons, un athlète qui se prépare pendant 15 semaines ou l'atlift et à côté avoir un certain volume qui est en adéquation avec sa tolérance au volume, à la fréquence, etc., qui va en fait permettre de gagner de la masse musculaire. En gagnant de la masse musculaire, il va augmenter son potentiel de force puisqu'il aura plus de tissu contractile à disposition. Vu qu'à côté de ça, il pratique le squat bench deadlift, et ben en fait, ça lui permet tout simplement de pratiquer en fait son sport. Et à la fin de ces 12-15 semaines, on va probablement deload le volume sur les exercices d'assistance pour que l'athlète ait le moins de fatigue possible, qu'il puisse mettre un maximum de temps, d'intensité et de concentration dans son squat bench deadlift. Et du coup, à partir de là, en fait, ça sera le moment un peu de vraiment transférer au maximum tout le gain de masse musculaire qu'on a eu pendant cette longue période pour en fait pouvoir démontrer un peu ce qu'on a gagné pendant toutes ces dernières semaines. Et au-delà de la partie, on va dire, le fait d'avoir des exos d'assistance, je pense que pour le côté aussi douleur, blessure, etc., ça a un gros avantage que de taper des 3, 4 fois par semaine du squat et que ces mouvements-là. Ça veut dire que travailles que les mêmes patterns tout le temps. Tu travailles du coup aussi tes articulations, tes muscles dans des positions qui sont tout le temps similaires. Typiquement, si tu fais que du squat, bench, deadlift, tu travailles jamais tes quads en position raccourcie. Donc tu mets jamais de Ouais. tension sur tes genoux, sur ton articulation du genou, avec beaucoup de tension quand ton quad est raccourci, quoi. Ce qui, je pense, amène sûrement à beaucoup plus de blessures. Alors, tu vois, genre, je ne sais pas si ça amène à beaucoup plus de blessures, mais en tout cas, dans mes expériences, que ça soit avec moi ou avec mes athlètes, il est évident que si on prend rien que l'exemple, là, tu as pris l'exemple des quads, je vais prendre un exemple qui est encore plus parlant. C'est l'exemple des épaules. Mhm. C'est que, ou des scapulas, vu que si on parle un peu du complexe scapulo-huméral, c'est que un mec qui va passer son temps en fait à bench, il va en fait se retrouver avec son épaule et sa scapula tout le temps dans la même position. Et c'est-à-dire que quand le mec, en fait, tu vas lui demander de mettre le bras au-dessus de la tête, en fait, c'est complètement impossible parce qu'en fait, sa mobilité dans cette amplitude n'est jamais travaillée. Donc, Mhm. moi, rien que le fait, par exemple, de me retrouver dans une prog de power à mettre des exercices comme un tirage au-dessus de la tête, des butterfly lateral raises pour en fait que la scapula bouge dans plusieurs plans, Ouais. en fait, je trouve ça complètement pertinent. Et si on me dit, ouais, mais Axel, c'est très cool en fait ce que tu me dis là, mais moi, je veux faire du powerlifting. Bah, c'est-à-dire qu'évidemment, le mec, je vais pas lui mettre 18 séries de butterfly lateral raises dans la semaine. Ça, on est bien d'accord. Mais que au moins son articulation bouge dans un autre plan qu'un plan similaire tout le temps de développé couché,
ça me semble être une bonne idée en termes de prophylaxie, en termes de mobilité et en termes d'autre chose que, à mon avis, plusieurs powerlifters ont déjà ressenti, c'est qu'en fait, quand tu fais du powerlifting, tu es tellement en fait tout le temps dans le même plan, c'est-à-dire un espèce de plan comme si tu étais monté dans un rail. Tu squats, c'est complètement vertical. Tu deadlift, dans une certaine mesure, c'est complètement vertical. Tu bench, c'est toujours la même trajectoire. Mais c'est qu'en fait, quand tu te retrouves dans la vie quotidienne et que, en fait, ouais, Axel, tu peux venir m'aider à déménager chez moi. Tu es un mec super fort et tout. Ouais, ouais, je peux venir t'aider, mais par contre, il faut surtout pas que la table parte trop en avant. Il faut surtout pas qu'elle parte sur le côté. Parce qu'en fait, sinon, je vais me faire 5 blessures, 18 tendinites. Évidemment, j'abuse parce que je Ouais. suis un peu théâtral et que j'aime bien rendre les choses un peu drôles. Mais c'est que ce que je dis est réel. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu bouges tout le temps dans le même plan et que tu sors de ce plan-là et que tu dois générer de la force dans un plan qui est différent, T'es mais en fait, éclaté. c'est l'enfer. Tu sais. Ouais. C'est même t'accroupir pour ramasser un truc par terre. Non, non, mais en fait, tes genoux et tes quadriceps ne vont jamais dans cette amplitude. Donc, en fait, quand tu y vas, c'est bizarre. Et en fait, moi, avec le temps, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. À l'époque, quand j'avais genre 22, 23, 24 ans, j'ai acheté une maison, je devais la rénover. Enfin, je devais porter des trucs. Et à chaque fois, je me disais, non, mais attends, faut pas que je me mette comme ça, faut pas que je me mette comme ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Genre, c'est Ouais. insupportable. Ouais. Donc, je me suis retrouvé à vraiment, même si mon entraînement était déjà très articulé avec les principes que j'ai aujourd'hui, mais vraiment rajouter des exercices avec un plus gros volume, avec presque un effort d'amplitude articulaire, comme si presque je faisais de la mobilité quand je faisais mes butterfly lateral raises ou que je Mmh. faisais un tirage haut, pour me dire, OK, OK, là, je fais bouger mon épaule, mon humérus, ma scapula, pour qu'en fait, elles soient en bonne santé sur le long terme. Parce que quand tu as tout le temps l'habitude de faire du bench et que tu fais tout le temps les exercices dans un même plan, bah, je te jure que quand tu dois poncer un mur qui est au-dessus de ta tête, ben, en fait, c'est l'enfer. Tu Tu sais. Genre, as et les genre, je épaules ne fais en pas du sport. Non, mais ouais, je ne m'entraîne pas pour être un handicapé de la vie quotidienne. Tu ouais, vois, c'est insupportable. clairement. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as cette habitude de le faire tout le temps du bench dans ces mêmes plans, comme tu dis, que tu galères à lever le bras, enfin du moins si tu as un truc à faire pour de la force sur de la Mhm. tête, ou est-ce que même si tu étais, ou est-ce que si tu étais sédentaire, tu aurais cette même galère, tu vois ce que je veux dire? Je pense hein, que j'aurai cette même galère parce qu'en fait, c'est tellement des amplitudes que tu ne vas pas chercher si tu es sédentaire ou si tu es powerlifter que je pense que c'est problématique. Alors après, évidemment, dans une certaine mesure, si tu es un mec qui fait du powerlifting, qui fait du bench, tu vas avoir quand même probablement des exercices dans ton warm-up pour faire bouger un peu tes scapulas, pour travailler ta protraction, ta rétraction. Mais vraiment, cette notion de sonnette externe, d'aller chercher avec ton bras au-dessus de la tête, tu ne l'as jamais. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on voit assez souvent quand on a des sédentaires, si on prend un peu mon exemple des travaux, quand un sédentaire se dit ah, d'un coup, bah, vas-y, je vais repeindre chez moi, le mec te dit quoi? Te dit j'ai les épaules en feu, j'ai chopé 3 tendinites parce que j'ai repeint le mur que j'avais chez moi. Et bah, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu. Alors pour un sédentaire, j'ai envie de dire quelque part pourquoi pas, tu vois, il fait ce qu'il veut. Mais pour un athlète, un mec qui va très régulièrement au gym s'entraîner, c'est un peu particulier quand même, je trouve, de se retrouver dans cette situation. Mm. Mais même pour le côté performance, est-ce que être mobile aussi, être te parce que en vrai, avoir une bonne mobilité au niveau de ta scap, est-ce que ce sera pas aussi gage de performance sur, par exemple, ton bench? Enfin, même si le but c'est d'être le plus stable possible au niveau de tes scap, donc plus elles seront, plus tu seras mobile au niveau des scap, plus ça sera dur qu'elles soient stables, donc pas forcément. Mais tu auras sûrement moins de chances quand même de te blesser, etc. Moins de chances d'avoir des douleurs, donc est-ce que dans le temps tu performeras pas mieux, quoi? C'est c'est une belle question que tu poses parce que évidemment qu'il y a une partie où je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que le fait de se dire, bah, en fait, si tu as un peu plus de mobilité, si demain, par exemple, tu loupes une rep sur ton bench et que pour n'importe quelle raison, genre la barre redescend d'un coup et que ça génère un peu plus de rétraction scapulaire ou que ta scapula elle glisse un peu vers l'avant pour n'importe quelle raison, bah, probablement que si tu es un peu plus mobile et que ça arrive, juste tu vas louper ta barre. Alors que pour un autre gars, il se peut que bah, quand il va louper sa barre, bah, en fait, ça va lui générer une petite douleur qui va le retarder Ouais. pendant 2 semaines. Là, on est un peu sur, je trouve, des principes un peu d'optimisation, qui sont des principes, je trouve, tout à fait cohérents. Et l'autre partie,
il est vrai que si je parle de mon squat, j'ai une mobilité thoracique et d'épaule qui est quand même pas incroyable. Elle s'améliore quand même avec le temps. Mais une partie de ce qui fait pour moi que je me sens extrêmement gainé en fait sur mon squat et que souvent, quand on me voit squatter, on a un peu l'impression que je suis monté dans un rail, même quand je me retrouve à grind. C'est qu'en fait, vu que j'ai pas énormément de mobilité, mon corps, en fait, ne peut pas se permettre de Oui, partir dans tous les sens. tu Là où un bouges pas, mec quoi. hyper mobile Ouais. peut tourner ses bras vers l'avant, vers l'arrière. Moi, une fois que la barre, elle est lock sur mon dos, que j'ai cassé la barre sur mon dos pour verrouiller tous les muscles fixateurs de scapula et stabilisateurs de scapula, mon haut du corps, il Rien qui bouge plus. bouge, quoi. Donc, évidemment que c'est un point fort. C'est un point fort sur ce côté-là. C'est C'est un toujours point. une histoire de Ouais, compromis. Dans la mais balance, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, dis-moi. Ouais, c'est un point fort dans le cas où t'as. Parce que des mecs qui ont mal aux épaules ou aux poignets sur leur squat parce qu'ils ont pas la mobilité en rotation externe, c'est genre Mm. un mec sur deux, tu vois. Donc, Ouais, ouais, complètement. Ouais. donc je pense qu'il faut, comme tu dis, la bonne balance où quand t'en as trop, bah forcément t'es moins stable, mais quand t'en as pas assez, bah t'as mal en fait, quoi. Donc, c'est Ouais, ouais, aussi. complètement. C'est juste le milieu. Mm. Et c'est pour ça d'ailleurs que vu que je trouve que assez régulièrement, les mecs manquent de, de mobilité pour squatter en low bar, généralement, je trouve, alors là, c'est un grand débat, mais je trouve que généralement, c'est pas trop rentable. Squatter Euh, en le bas. pour, pour une certaine quantité de personnes qui veulent absolument se forcer à être en low bar, je trouve que c'est pas rentable des fois de faire du low bar. Comme tu dis, un mec sur deux, tu lui demandes si son squat se passe bien, il va dire ouais ouais je suis plus fort, mais par contre mon coude et mon poignet sont complètement fumés. Ouais. Donc mon bench n'est n'est pas ouf. Et en fait bah dans la balance, je trouve que c'est pas rentable. Et rien qu'en termes de plaisir de pratique, je préfère squat 15 kilos de moins et squatter en high bar ou en mid bar, plutôt que de squatter en low bar et qu'en fait, à chaque fois que je me retrouve à faire du low bar, c'est un peu compliqué. Et là, je sais que évidemment, des gens qui vont écouter de podcast vont dire, bah ouais, mais à ce moment-là, tu peux travailler ta mobilité pour pouvoir squat en low bar. Et je suis totalement d'accord. Sauf qu'on sait très bien que avoir vraiment la bonne quantité de mobilité pour faire un low bar qui se passe vraiment bien, C'est pas donné à tout j'en le monde, hein. connais. Ouais. Ouais, j'en connais, mais j'en connais pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Mm. C'est clair que c'est quand même, ça demande quand même beaucoup de prérequis, je pense. Bah, déjà, quand tu vois des mecs vraiment qui squattent avec vraiment la barre au milieu du dos, tu vois que vraiment Ouais, ouais. les poignets, les coudes, les épaules, c'est en Y, quoi. Ouais, la Après, rotation, elle est incroyable. Ouais. ouais, la quantité de mobilité en rotation externe et en extension thoracique est Ouais. énorme. Euh, Après, vraiment, hein, si les mecs, dans leur pratique, c'est plus rentable pour eux, pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand même, avec le temps, je me rends compte qu'on a beaucoup de mecs qui squattent pas du tout en low bar excessif comme on peut voir en France et qui ont des squats qui sont tout à fait astronomiques. Et d'ailleurs, je pense que arrivé à un moment, on se rendra compte que effectivement le low bar est intéressant parce que ça réduit le bras de levier en fait au niveau de la hanche vu que la barre est plus basse dans le dos en fait le bras de levier par rapport à la hanche est plus court et le centre de gravité est plus bas. Mais je pense qu'à un moment, on se rendra compte qu'en fait c'est un peu rentable, mais c'est pas aussi rentable que ce que l'on dit. Ouais. D'ailleurs, quand on regarde la littérature scientifique, quand on regarde euh, qu'est-ce qui, enfin, quels sont les drivers qui montrent qu'un mec va avoir un gros squat, bah, c'est pas le fait que le mec mette la barre basse dans son dos, hein. Le driver qui ressort, et j'en avais parlé avec Mathias Soulol, Ouais, je mais en connais. fait, c'est la quantité de dorsiflexion Ouais. au niveau de la cheville. C'est ça, en fait, le driver qui ressort le plus pour montrer quels vont être, en fait, s'il y avait un indicateur de prédiction de pourquoi est-ce que le mec serait très fort sur son squat, c'est la quantité de dorsiflexion. Et comme par hasard, les mecs qui ont les squats les plus impressionnants, c'est généralement les haltéros. Et autant vous dire qu'ils ont une quantité de Ouais, dorsiflexion qui est ouais. absolument incroyable et ils sont en high bar. Donc, je ne dis pas que j'ai totalement raison en disant que le high bar, c'est mieux, parce que ça serait faux, mais je pense que dans tout ça, il y a quand même quelque chose à chercher. Et si même on prend des powerlifters qui sont extrêmement forts, si on prend John Hack, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Bilbo Swaggins sur Instagram, c'était le mec, je crois que c'est encore lui, c'est le mec en fait qui avait le meilleur ratio poids-puissance
chez les hommes. Donc, il devait être genre top 2, 3, 4 mondial pendant longtemps. Devant, c'était des femmes. Et c'est un mec qui squatte plus de 350. Et le mec, il n'a pas la barre au milieu du dos, hein. Il a la barre un peu en dessous de ses trapèzes supérieurs. Mais franchement, pour certains mecs, ce qu'il fait, c'est un squat Ouais, high bar. ouais. On prend Kevin Hawk à l'époque. Hawk, ça s'écrit O-A-K. C'est un Renoir extrêmement fort je crois que c'est un Américain. Mais c'est pareil, le mec squatte plus de 350, je crois. Il n'a pas du tout la barre au milieu du dos. Donc, Et il n'y a pas de conclusion à tirer, mais il y a des réflexions à avoir, je trouve. tu penses que c'est quoi pourquoi bah, la dorsiflexion de cheville, du coup, c'est un prédicteur? Parce que du coup, moi, je me demande, est-ce que c'est parce que t'es plus mobile, donc du coup, t'es plus stable sur ton squat, parce que bah, du coup, t'arrives à être très stable, parce que t'arrives à être dans l'amplitude nickel, tu vois, pour créer de la force? Ou est-ce que c'est une question de t'as plus de dorsiflexion de cheville, t'as tes quads qui vont mieux s'activer? euh, Moi, ce que j'aurais dit, c'est justement parce que ce qui me paraît étrange, c'est que généralement, comme tu dis, si tu as plus de dorsiflexion, tu augmentes du coup le bras de levier entre tes genoux et la barre, et du coup, bah, ça supposément plus de recrutement des quads. Et c'est étrange que généralement, les fessiers vont être supposément plus forts que les quads. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire par déduction que d'avoir une amplitude plus importante entre la barre et les genoux, c'est sûrement pas ce qu'on recherche, quoi. C'est pour ça que les mecs font du low bar, peut-être. En fait, je pense que, comme tu dis, mécaniquement, ça paraît logique. Mais je suis pas du tout sûr, en fait, que ça soit vrai, tu vois, que les fessiers soient plus forts. Parce que sinon, en fait, si c'était vrai, eh ben, de manière un peu bête, ben, en fait, on n'aurait aucun haltéro qui serait plus fort que des power, en fait. Hmm. Et évidemment, bah, c'est pas le cas. Et je pense qu'en fait, la quantité de force que tu es capable de générer avec les adducteurs, pourquoi est-ce que je parle des adducteurs? Sans doute que vous le savez, mais pour ceux qui vont nous écouter, contrairement à ce qu'on croit, en fait, le principal extenseur de la hanche en bas du squat, c'est pas les fessiers, c'est les adducteurs. Donc, en fait, en gros, de, du point le plus bas sur lequel on peut aller jusqu'en fait à peu près à 90 degrés de flexion, enfin jusqu'à peu près à la parallèle, ouais. c'est les adducteurs qui sont les extenseurs principales de hanche. Ensuite, c'est évidemment les fessiers qui se chargent du reste de l'extension de la hanche à 80-85%. Mais donc, du coup, quand les haltéros font un squat avec le cul au sol et qu'on se retrouve à avoir des mecs qui ont, je sais pas, 20-30 cm d'amplitude en plus que des power, qui se retrouvent en fait à avoir des squats qui sont plus gros, et avec la barre qui est pas du tout au milieu du dos, donc avec un bras de levier qui est plus long sur la hanche et un centre de gravité qui est plus haut, je pense que la quantité de masse musculaire qui est présente au niveau des adducteurs et au niveau des quadriceps n'est pas du tout à négliger. Évidemment, sans oublier que les mecs sont extrêmement gainés. Donc, ils ont des spinos et une sangle abdominale qui est en béton armé. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Mais comme je dis, dans tout ça, il y a des choses un peu à prendre et à mettre un peu en relief avec ce qui est généralement proposé en powerlifting. Et du coup, ouais, Hmm. c'est marrant que tu parles des adducteurs parce que bah, tu sais, pendant. Est-ce que du coup, il y a des gens qui auront, de ce que tu vois, dans tes clients, une prédominance de gens qui auront tendance à avoir un peu des mouvements où ce sera beaucoup drivé par les quads et d'autres beaucoup par les adducteurs sur leur squat. Genre, typiquement, des mecs qui, quand ils vont descendre sur leur squat, vont avoir les genoux qui vont rentrer beaucoup. Enfin, on s'entend à rentrer, en gros, une grosse adduction. Et donc, tu sais, ce phénomène de genoux qui rentrent, qu'on voit souvent sur bah, beaucoup des femmes, souvent en Ouais. power là sur bah, d'ailleurs les meilleurs power je pense actuellement de France qui la plupart ont ça, tu vois. Je pense à Mhm. Lia, je pense à la petite là, la petite blonde la Tiffany? Tiffany, ouais, qui a pareil les genoux qui se touchent quand elle squatte, tu vois. Mhm. Et ça, tu penses que c'est lié avec beaucoup d'activation des adducteurs? Ouais, je pense qu'il y a une grosse, je pense qu'il y a une grosse activation des adducteurs. Et il y a probablement, je pense, au niveau de la structure de hanche et l'angle un peu enfin, ce qu'on appelle un peu le Q-angle au niveau des fémurs chez les femmes, je pense que naturellement, il y a quand même une plus grosse facilité à avoir une forte adduction de la hanche et du fémur que chez un homme. Sachant que moi, j'ai déjà vu évidemment des mecs avoir. J'ai un de mes athlètes qui a une grosse adduction euh, lorsqu'il squatte. Est-ce que c'est
directement dépendant de sa structure de hanche ou est-ce que c'est dépendant, en plus c'est quelqu'un qui n'a pas une masse musculaire qui est énorme, est-ce que c'est directement dépendant de sa structure de hanche ou est-ce que c'est dépendant du fait que le mec a une grosse adduction, enfin a une grosse force au niveau de ses adducteurs et que en fait ses abducteurs et ses quadriceps en fait sont pas assez forts pour générer de la force à ce moment-là, donc mécaniquement le corps prend en Ouais. fait la masse musculaire la plus efficiente à ce moment-là. Peut-être. J'avoue que j'ai pas de réponse, définie sur ça, mais je pense que j'aurais tendance à répondre ça. C'est ton cas, toi, ou pas? Tu une grosse adduction sur ton squat? Non, franchement, non. Parce que tu vois, Moi, je te dis, moi je suis monté dans un rail généralement quand je squatte, je descends d'une façon et je remonte de la même façon, tu vois? J'en ai un petit peu, hein, mais enfin ouais. franchement, c'est pas oufissime, quoi. Parce que tu vois, moi, j'en ai énormément. Si je fais de la OK. presse, si j'ai de la presse, j'ai les Mmh. genoux qui se touchent, quand je gagne, tu vois? Ah ouais, non, moi, tu vois, j'ai aucun exercice où genre, sur de la presse, ça, c'est sûr que j'en ai 0. Genre Ah ouais, ma ouais, rotation externe et mon abduction restent, quasiment la même, du début à la fin, tu vois? ouais, non, mais tu vois, c'est assez mais et tu vois, typiquement, je suis très, très fort des adducteurs. Genre, je stack, quasiment OK. toujours les machines, je Ouais, suis ouais. donc je pense qu'il y a une corrélation, du coup, avec le fait d'être très fort des adducteurs et d'avoir ce Et mouvement. tu des gros adducteurs, hein. Ouais, j'ai des gros adducteurs aussi, ouais. Donc je pense que, ouais, c'est une bonne corrélation, à mon avis. Limite, c'est un Mmh. truc qu'on voit chez toi, c'est vraiment ça qui ressort comparativement à tes coachs, tu vois, je Bah, trouve. c'est ça qui fait que je pense que si j'avais pas des gros adducteurs, mes cuisses, elles pueraient la merde de ouf, tu vois? Possible. Donc heureusement que Ah j'ai mais des adducteurs. tu vois, je pense que tu vois qui c'est Romain, mon athlète, Thomas, Ouais, ça me dit un truc, qui a qui avait fait 3e au championnat de France, Sub Junior là, cette année-là. Un mec de 18 ans, on dirait il a 36 ans, Ah ouais, ouais, je vois, ouais. tu vois qui c'est? Ah Tu sais, c'est bon, je vois. je sais il va écouter le podcast, ma gaulerie, ça va être marrant. Hem et bah, tu vois, il a globalement, il a des très bonnes cuisses. Il a des bons quadriceps et il a des très bons adducteurs. D'ailleurs, sur une partie, c'est ça qui fait qu'il a des cuisses qui sont vraiment très cool. Heu, Tu vois, il a pas du tout genre, d'adduction, quand il Ah squatte. ouais, Alors ouais, il squatte sur il a un low bar, ouais. normal, pas excessif, il a un low bar, normal, et il a pas d'adduction, il a pas d'adduction de hanche, tu vois? OK, ouais. Ouais, C'est donc non, marrant. je pense que c'est pas forcément corrélé, tu vois? Ouais, ouais, c'est pas forcément. Mais c'est pour ça, en fait, tu vois, genre, j'ai pas trop la réponse. C'est pour ça, tout à Ouais. l'heure, j'ai dit que en piste de réflexion, ça me paraît Mmh. pas idiot. Mais si on me disait: «Ouais, non, en fait, c'est pas du tout ça, c'est parce que, X ou Y», je dirais: «Bon, ouais, OK, probablement aussi», tu vois? Ouais, c'est Mmh. une piste de réflexion surtout, puisque réellement, Ouais, ouais, ouais. ce sera dur de savoir, quoi. Ouais, ouais. Et il y avait une question, Axel, moi, que j'avais à te poser, parce que, encore une fois, au niveau de la planif en power, je peux voir des fois des choses sur les réseaux sociaux, et notamment les consignes qu'on peut avoir en termes d'intensité. Je vois le terme RPE qui Ouais, ressort beaucoup. Est-ce que toi, c'est un truc que tu utilises? pas du tout. Pas Parce que du du tout, coup, moi, juste pour me donner mon avis là-dessus déjà, j'ai toujours une grosse difficulté à comprendre comment les mecs se réfèrent à leur RPE. Tu sais, si un RPE 8, RPE 9, RPE 10, c'est tellement Mmh. subjectif que je sais pas. Déjà, je sais pas l'utilité que ça a dans une planif ou l'utilité théorique que ça peut avoir dans une OK. planif. Peut-être que tu pourras nous l'expliquer. Et pourquoi ce serait intéressant ou non de l'utiliser. Alors en fait, le RPE, à la base, l'objectif, c'est d'avoir une échelle de mesure de ton effort. Donc, c'est-à-dire, admettons, si tu fais un 1 RM au deadlift et que tu grindes, tu te retrouves en fait à être RPE 10, c'est-à-dire que dans l'utilisation de l'échelle commune aujourd'hui, en fait, on se retrouve à dire que RPE 10, c'est RIR 0. Mm. Mmh. Ça a pas toujours été comme ça. Je pourrais faire, très long sur le RPE parce que c'est un sujet que j'ai pas mal, détaillé parce que moi, c'est quelque chose qui m'a jamais parlé, mais j'ai essayé de comprendre un peu, ce qu'il en était. Donc, RPE 8, aujourd'hui, c'est généralement équivalent, RIR, 2 pour, la plupart des pratiquants. Pourquoi est-ce que, j'aime pas trop le RPE? Pas parce que, j'ai un problème socialement avec le mec qui a inventé le RPE, pas du tout. C'est juste plutôt comment ça a été détourné, aujourd'hui. C'est qu'en fait, admettons, on dit, JR: «Tu sais pas programmer du power» et tu veux programmer du power. Toi, tu es un coach de body et il y a un mec qui te dit: «Ouais, moi, j'ai envie de faire du power, est-ce que tu peux me faire une prog de power?» Et ben, en fait, aujourd'hui, tu as des mecs qui se retrouvent à dire: «Ouais, ouais, je peux te faire une prog de power», parce que, bah, en fait, c'est facile, puisqu'en fait, je fais principe d'ultra spécificité.
Donc, en gros, je te fais squat, bench, deadlift le lundi. Mardi, je te fais bench, deadlift. Et le vendredi, je te fais squat, bench, deadlift. Et en fait, ton bloc d'entraînement, c'est semaine 1, RPE 7, semaine 2, RPE 8, semaine 3, RPE 9. Et après, on recommence. Ok. Donc, évidemment, bon, tu vois, il y a un peu un côté, je comprends que, évidemment, il y a des mecs probablement qui programment comme ça et où c'est structuré, c'est réfléchi et où derrière, il y a tout un tas de réflexions. Mais il y a tout un tas de mecs qui ne savent pas programmer du power et qui utilisent le RPE, comme ça. L'autre truc que j'aime pas, en fait, dans le RPE, c'est que, pour moi, et pareil, j'en avais parlé avec Mathias Soulol, c'est que le RPE n'est pas un outil prescriptif, mais c'est un outil descriptif. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas, normalement, toute logique, programmer, enfin, périodiser, en fait, avec du RPE. Le RPE est fait pour dire, admettons, Romain, tu vas me faire un x3 au deadlift à 90% ou à 180 kilos. Quel a été ton feedback par rapport, je t'ai surestimé, Ouais, un peu, ouais. Romain, tu vas me faire un 3 fois 90% à 75 kilos au deadlift. Euh, quel va être ton feedback sur cette performance pour savoir un peu ce Ouais. qu'il en est? Le RPE, c'est vraiment descriptif en fait pour moi. C'est pas prescriptif. Et en fait, le truc, c'est que c'est devenu en fait un outil qui est pour périodiser, alors que c'est pas le cas. Et en plus, ce que je trouve assez bête dans le RPE. Et une fois de plus, hein, il y a vraiment des mecs qui l'utilisent et qui ont des athlètes qui progressent extrêmement bien. Donc, moi, c'est plus l'avis que je m'en fais, et probablement que dans un paradigme où le RPE est cohérent dans une certaine dynamique, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de mecs qui programment avec le RPE et qui progressent très bien. Mais ce qui est problématique, en fait, avec le RPE, c'est que, admettons, je fais une compète quand ça fait 5 ans que je m'entraîne. Et je fais une compète quand ça fait 1 an que je m'entraîne, et je fais une compète quand ça fait 1 mois que je m'entraîne. Bah forcément, ma capacité à dire que je suis RPE 10 va avoir Ouais. changé, puisque par définition, plus mon niveau avance, plus je suis capable de grinder, plus je suis capable d'aller chercher des intensités, et plus je suis capable, d'une certaine façon, de m'approcher euh, de l'échec et en plus en ayant une bonne cohérence technique. On Donc, peut avoir la c'est-à-dire même que réflexion en bodybuilding, c'est généralement ce qu'on peut dire. Le RIR, c'est quelque chose qu'on peut programmer, pourquoi pas au fil du temps, parce que l'expérience va arriver, parce que enfin, ça va augmenter, et Mhm. automatiquement, on va avoir cette capacité de se dire, OK, là, ce grind-là, il était vraiment long, je suis sur mon RIR 0, que t'as pas forcément au bout d'un an de pratique. Voilà, c'est ça. Et en plus, bah, du coup, ce qui se passe, c'est que l'échelle du RPE en powerlifting est bloquée à 10, mais enfin, pourquoi? Hmm. C'est-à-dire que ça peut être 10, et puis en fait, là, j'ai fait un effort. Bah, en vrai de vrai, par rapport à mon RPE 10 que j'estimais, bah, en fait, ça, c'était quand même plus dur et ça a été plus loin. Donc, c'est-à-dire, en fait, peut-être que maintenant, j'ai un RPE 12. Et dans la littérature scientifique, j'ai plus le nom de l'étude, je pourrais éventuellement la retrouver. Enfin, c'est sûr que si je demande à Mathias, il l'a, puisque c'est avec lui que j'en avais discuté. Euh, Quand ils ont sorti le RPE, ils ont mis un RPE 10, mais après, le RPE pouvait être évolutif, c'est-à-dire qu'il pouvait noter en fait des efforts, je crois, de sprint ou d'endurance sur des 400 mètres, sur des 200 mètres, j'ai plus les sports exacts, en disant, bah non, là, en fait, ce 400 mètres-là, il est RPE 12 par rapport en fait à ce que j'avais estimé être un RPE 10 avant. Forcément, dans tout ça, moi qui ai un peu un problème toujours de cohérence et que tout ça résonne assez bien dans ma tête, je trouve que ça sonne un peu bizarrement le RPE. Et puis ouais, et est-ce que les mecs sont, enfin surtout de ce que je vois moi, et sinon je regarde pas beaucoup de power, tu vois, genre c'est vraiment le peu que je vois sur Insta, j'ai l'impression que les mecs quantifient extrêmement mal leur RPE, tu vois. Bah en fait, c'est un peu, je sais pas comment dire, j'ai presque envie de dire que c'est un art tout entier, quoi, tu vois, genre de Bah ouais, quantifier son RPE. C'est que moi, mon frérot Gauthier, peut-être que vous voyez qui c'est mon pote qui fait du coaching, à qui je m'entraîne et à qui je discute ouais. depuis des années. Son nom de coaching, c'est GT Flex. Euh, c'est un mec qui a une capacité à pousser son intensité
sur n'importe quel exo qui est énorme. Beaucoup plus que la moyenne, quoi. Mais vraiment beaucoup plus que la moyenne, tu vois. C'est-à-dire que c'est même un mec qui est complètement adepte du low volume excessif. Déjà parce qu'il le tolère mieux, déjà parce qu'il est très lourd, donc généralement sa capacité de récupération est quand même un petit peu inférieure à la plupart des mecs. Et c'est un mec qui aime se déchirer sur des séries. Donc Ouais. c'est-à-dire que c'est un mec qui est adepte du RIR 0. Hmm. Quand Gauthier tire un set de leg curl, ouais, il est RIR 0, vraiment, tu vois. Mais sauf qu'il y a déjà 3 ans, il tirait des séries RIR 0, mais qui étaient moins RIR 0 Que maintenant, qu'aujourd'hui, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et donc, forcément, en fait, le gars a affiné son curseur et son spectre Hmm. d'intensité au fur et à mesure du temps. Et ça, en fait, il n'y a que l'expérience et la connaissance de soi bah, qui peut t'amener en fait à ajuster ce curseur. Donc forcément, quand ça fait genre 6 mois que tu fais du power et tu dis ouais je suis RPE 9, bah en fait il y a un peu un côté mais en fait t'en sais rien. Tu sais. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Bah, et puis c'est ça, les RIR, de toute façon, il y a ce côté, ok, là t'es RIR 0 à l'instant T, et des fois il y a des gens, c'est même tu leur donnes 1 million, ils peuvent pas en refaire une, tu vois, c'est Ouais, mort. ouais, Et pourtant, en un an, cette rep-là, il la tente. Et ouais, peut-être ouais, qu'elle. grave. Mais parce que c'est à l'instant T. Ah non mais complètement. Donc, Donc ouais. voilà, entre le low-bar et le RPE, bah voilà, tout le monde va dire que je suis un connard et que je fais pas comme tout le monde, je sais, mais c'est pas grave. C'était le but du podcast, en fait. Mais justement, du coup, ça c'est un truc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé un petit peu dans ta vision du power depuis. Je suppose que oui, ces dernières années. Est-ce que Mhm, tu as direct vu un peu ce truc de ouais, mais faut quand même être plus musclé pour être fort, tu vois? Pas, tu sais, est-ce que tu es direct rentré un peu mhm. dans dans la vision que tu as maintenant, ou est-ce que tu es quand même passé vers d'autres visions et du coup tu es un peu revenu en arrière après ou autre? Euh, En 10 ans. j'ai toujours eu un peu quand même cette approche. Alors, le truc que j'ai toujours gardé, toujours, c'est quand même cette notion de surcharge progressive et que quand tu vas au gym, il faut que ça soit pour faire mieux que la fois d'avant. Même si c'est une rep, même si c'est 500 grammes, je veux que tu fasses mieux. Et si je transfère à moi, enfin que je transpose à moi, euh, je vais au gym, je dois faire mieux que la dernière fois. C'est pour moi inenvisageable, même en termes de motivation, Ouais. d'aller au gym pour me dire je vais faire moins bien ou je vais faire pareil. Il y a évidemment des fois, ça arrive, mais dans l'ensemble de mon entraînement, c'est quand même très rare que je ne fasse pas mieux. Parce que même psychologiquement, pour moi, ça me dérange dans le rapport que j'ai à mon entraînement de ne pas avoir cette notion de progressive overload à chaque fois. Donc là, c'est bien, je ne réponds pas à ta question, je réponds à ce que j'ai toujours gardé. Mais je vais, je vais te répondre à ta question. Euh, Ce que j'ai changé, je pense que avant, je ne sais pas pourquoi, il y a 4, 5, 6 ans, je détestais les top 7 back offset. J'avais un problème avec ça. J'avais l'impression que c'était inquantifiable, alors que c'est parfaitement quantifiable, mais j'avais un problème avec ça. Et c'est quelque chose que j'ai incorporé au fur et à mesure du temps. J'étais un mec qui programmait, en fait, un peu de manière bête et méchante au début. C'est-à-dire, tu faisais du squat, tu faisais du 5x5. La semaine dernière, tu avais fait 5x5 à 140. Cette semaine, tu me fais 5x5 à 141. Et dans 20 semaines, tu es à 5x5 à 160. Parce que j'étais très précautionneux sur la manière d'avoir mon progressive overload pour que le mec, en fait, reste motivé en permanence, qui voit à chaque séance qui fait mieux. Et en fait, de manière toujours pour garder et auto-alimenter ce cercle de bah, plus t'es fort, plus t'es musclé, plus t'es musclé, plus t'es fort. Et ben en fait, je me disais, pour que le mec garde la motivation et qu'il puisse avoir de manière palpable, quantifier de manière palpable en fait sa progression, je programmais en fait de manière bête et méchante, et c'est-à-dire que c'était pas très ludique. Ouais, c'est un peu Aujourd'hui, ennuyant, ça ouais. l'est. Ouais, ouais, c'est un peu ennuyant, mais je suis Ouais. complètement d'accord. C'était, mais mes Mais athlètes ça à marchait. l'époque, Ouais, ça marchait, je pense. ouais, tu sais, il se faisait coacher par moi et il se disait, bah, ok, je dois faire ça. En plus, quand même, dans l'ensemble, mes athlètes travaillent plutôt bien, sont plutôt sérieux, ils me font confiance. Donc, c'est-à-dire, je leur disais, tu me fais du 5x5 ou tu me fais du 3x10. Les mecs faisaient.
et ils voyaient qu'ils progressaient, donc ils y allaient. Mais maintenant, vu que maintenant j'ai des athlètes que je coach depuis 3, 4, 5, 6 ans, ils me disent oh, non, mais je repense que si aujourd'hui tu me mettais la prog d'avant, mais je pense que je me tue, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, t'as des top 7, back off 7, c'est beaucoup plus ludique, ça change, tu vois. Le rythme de la séance Ouais, tu te fais change, beaucoup ça moins chier, bouge, ouais. etc. Ouais, tu vois. Ouais. Et les mecs, je les détruisais avec ça, tu sais. Ouais, 5x5 au squat, mais même moi, je le faisais pas, tu sais. Le fumier. Déjà 3x5, c'était assez, tu sais, tu vois. Mais je me disais, vas-y, 5x5 pour mes athlètes, faut le meilleur pour eux, il lui faut du volume, etc., etc. Donc les mecs faisaient. Mais ça, c'est marrant parce que tu peux faire quelque chose comme ça en fait, tu peux pas refaire quelque chose où tu te dis, ah putain, j'aurais pu faire un truc moins chiant et tout aussi optimal, tu vois. Ouais, grave. Ouais. On en parlait souvent, ça. C'est clair. C'est Mm. clair. Euh, je sais pas, en fait, ce qui a changé, parce qu'en fait, ça a tellement changé de manière linéaire et petit à petit que là, je ne saurais pas, je ne saurais pas quoi. Je ne saurais pas quoi dire. Il y a eu une période où je programmais beaucoup en full body, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Généralement, je programme beaucoup en upper lower, ça se prête quand même plutôt bien au power. En push-pull leg, ça peut se faire aussi, mais généralement, je trouve que c'est un peu plus compliqué. La dynamique de push-pull, qui est très en vogue aujourd'hui, que évidemment, je sais que vous connaissez, fonctionne plutôt bien aussi. Je pense qu'en fait, je dirais que globalement, avec le temps, et ce qui est normal parce que mes connaissances ont évolué, c'est qu'en fait, je me suis quand même pas mal assoupli, en fait, avec le temps. Hmm. T'es devenu C'est un le cas peu. généralement Ouais. tous, hein. Nous, avec Ouais, Romain, pareil, tu vois, on était peut-être beaucoup plus rigide, même dans notre façon de penser, de voir l'optimisation, de voir tous les exercices, machin. Et plus tu avances dans ta pratique de coach, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de courbe en U. Tu commences en étant très très souple, tu arrives jusqu'au moment où en fait tu es super rigide parce que tu sais ce que c'est l'optimisation, ou du moins tu penses savoir. Et après, tu redescends un petit peu où tu te dis, mais en fait, c'est pas si significatif que ça ce que je fais ouais, faire. ouais, Est-ce que 5 séries sur un squat, c'est mieux que 3? Tu vois, ouais, chose. Donc, complètement. Ouais, sur on se rejoint un l'adhésion, peu. même sur l'adhésion, tu vois, taper 5x5, si le mec te fait un 5x5 et que les deux dernières séries, il les bâcle beaucoup plus que s'il t'avait fait un 3x5 vraiment propre, est-ce que c'est pas mieux, quoi? Hmm. C'est Et ouais, puis c'est toujours la l'intensité, question. avec la même charge en plus. Tu fais une série à 140, une deuxième à 140, alors et l'intensité que tu devais avoir sur la première en te disant il m'en reste 4. Ouais. Je pense qu'elle était minime parce que enfin après je sais pas, tu sais, psychologiquement tu te dis putain faut que je me réserve, tu vois, même si le mec l'a pas forcément conscientisé, tu Ça dépend lesquels, je Ouais, pense. mais Je pense c'est que ça, clair. ça dépend lesquels. T'as des mecs qui doivent s'enculer dès la première série et vois. qui, du coup, finissent pas le 5x5 comme il faut. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, bah, tu vois, par exemple, quelque chose que j'ai beaucoup assoupli, c'est marrant, là, tu vois, ça me vient, c'est par exemple un mec, je lui programme. Enfin, par exemple, moi, si je me programme sur le bench, j'ai une assez grande facilité à gérer des séries qui sont assez longues. Donc, c'est-à-dire que je me programme sans souci du x8, x9, x10, x11 sur du bench. Et en fait, avant, il y avait vraiment un côté, sur la prog, il y a écrit 3x10, tu dois faire 3x10 et pas 10-19. Hmm. Aujourd'hui, vraiment, ma mécanique de progression, et c'est le cas aussi pour mes athlètes, c'est que ça dépend des exercices, mais généralement sur les main lifts, si c'est pas un top set, back off set et que il y a plus de volume et que l'objectif de la progression, c'est d'avoir plus de volume pour gagner du muscle et parce qu'on est loin d'un mythe. Si le mec fait 10-9-8, c'est pas grave, parce qu'en fait, je prends toujours la première série comme référentiel de progression. Donc, c'est-à-dire que si sur la première série, tu as progressé, c'est bon, on est OK. Par contre, si la première série, tu la loupes, là, il y a éventuellement, ça dépend de pourquoi tu l'as loupé. Est-ce que c'était une erreur technique? Est-ce que c'était un manque de concentration? Est-ce que c'était parce que aujourd'hui ton chat est mort, donc du coup, tu es dans un mauvais mood? Tu vois, je sais pas. Ça influe un peu. Mais je prends la première série en référentiel de progression, par exemple, sur un 3x10 au bench. Si le mec valide la première série et qu'en fait, après, il me fait 9-8 et qu'en fait, quand il m'a fait 9, il était déjà RIR, enfin, qu'il était RIR 1 et qu'il n'a pas été chercher la dixième, de toute façon de manière significative pour être plus fort, pour avoir un pattern de mouvement qui est correct sur son bench et pas commencer à me grind des reps où il y a le bras droit qui monte en premier et le bras gauche qui vient après. En fait, c'est tout aussi rentable. Et en fait, avant, j'étais vraiment un peu un forcené de, il y avait écrit 3x10, donc si la dernière rep, je dois aller la chercher,
dans les enfers avec un bras qui monte en premier et l'autre qui arrive 10 ans après, c'est pas grave. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était un mauvais call parce que, bon, en Hmm. fait, au final, tu finis par enregistrer un pattern de mouvement et un schéma neuromusculaire qui est pas du tout optimal pour le jour en fait où tu vas devoir grind un PR dans une compète. Donc, du coup, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, autant faire 19-8 ou 19-7 ou 18-7 plutôt que d'aller chercher vraiment toutes tes séries avec un schéma qui est pas ouf. Et même mettre des fourchettes de répétition. Je sais pas si c'est ce que tu fais, toi, de mettre des fourchettes, dire Ça, 10-12 ou. alors je mets des fourchettes, mais pas sur, généralement pas sur les main lifts, sur les Ouais, mecs qui veulent faire du power. bien sûr. C'est-à-dire que tu vois, si je prends une prog d'un mec qui fait un upper, le mec, admettons en ce moment, va avoir, je vais reprendre l'exemple, il va avoir du 3x10 avec l'objectif de la progression, c'est de valider la première série. Et après, par exemple, sur les autres exercices, si le mec derrière a du chest support et draw, il va avoir deux séries en top set, back off set avec entre 6 et 8 et après entre 9 et 12. Donc là, je mets complètement des fourchettes de répétition. Mais c'est vrai que généralement, même si c'est parfois le cas en fonction du format d'entraînement, de l'expérience du mec, du temps qu'il a à disposition, c'est vraiment 10% du temps que je mets des fourchettes de répétition sur du squat ou sur du bench. Bah, par exemple, mon pote Gauthier que je coach, du coup, qui est quand même qui a quand même une manière de s'entraîner avec une réflexion globale sur l'entraînement qui se rapproche énormément de la mienne, qui se rapproche énormément de la vôtre et qui, en fait, de manière globale, se rapproche énormément de la mécanique d'entraînement de Lucas Gouif, Jordan Peters, etc., etc. C'est un mec, il a beaucoup d'expérience, il sait gérer son intensité. Oui, sur le squat ou sur le deadlift, tu peux avoir entre 3 et 5 reps et là, il manage complètement. Mais je trouve que c'est pas trop une bonne idée généralement. En tout cas, toujours pareil pour les athlètes que j'ai généralement, de leur laisser un peu trop le choix. Je trouve que psychologiquement, ça leur laisse un peu la possibilité de se dire: «Oh vas-y, aujourd'hui j'en avais 4, mais vas-y, je vais en faire que 3». Alors que quand il y a écrit 4 et que je leur dis: «La première série, tu réussis et après on verra», les mecs sont en mode soldat, en mode tunnel vision, en mode: Ouais. «OK, cette série, je me concentre, j'arrête de rigoler, je mets mes écouteurs, je me concentre pendant 5 minutes et j'y vais, je réussis ma série» et après on voit avec Axel ce qu'il en est. Ouais, vraiment là, c'était dur et tout, je pense que c'est mieux que je fasse 3 reps ou au contraire: «Putain, en fait, je me suis concentré, c'était plutôt facile, je vais auto-réguler, je vais rajouter 2 kilos sur, mon prochain x4 au deadlift». Mais enfin voilà. C'est drôle que tout à l'heure, il y a 5 minutes, tu as dit, quand tu as parlé de série longue, tu as parlé de 10 reps, alors que nous, c'est série longue, c'est pas du tout 10 reps, dans le bodybuilding, tu vois? Ouais. Ouais. Pour du bench, 10 c'est long. Oui, Pour oui, non, du je me doute power, bien, 10 c'est long. je me doute Ouais, bien. ouais. Mais sinon, pour moi, une série longue, c'est genre 15 plus, même jusqu'à 20. Ouais, voilà, tu Ouais, vois? ouais. Non, mais c'est souvent, tu vois, genre des butterfly lateral raises ou Tu tu vois, planifies des séries longues, sans longues, vraiment longues, 15 reps plus sur ouais, des. ouais, OK. ouais, sur du face pull, sur un back-off de lat pull down, ce genre de truc, c'est assez Tu vois? récurrent. Ouais. Tu sais que genre et moi et en vrai même Romain, je crois que c'est un peu on est un peu pareil, moi je planifie quasiment jamais de plus 15 reps, tu vois? Plus de 15 reps, Sur ok, des moi c'est assez rare. En fait, le problème, ouais, dès que t'es au-dessus de 15 reps, c'est que la plupart des gens n'iront pas à l'échec parce que ça fait trop mal, quoi. Ou Ouais, ouais, il ouais. y en aura qui Je vont suis aller, hein, les mecs qui sont déter de fou, ils vont y aller, tu vois. Mais la plupart des gens, Mhm. ça fait tellement mal, ils vont pas y aller, tu vois. Ils en auraient encore et vu que ça brûle mmh, trop, ils Ouais, ouais, s'arrêtent, non, mais quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que il y a un peu 2 choses. C'est que je trouve que, il y a certaines, personnes, heu, en fait, quand les fourchettes de répétition sont trop basses, je trouve qu'en fait, enfin, l'intensité, enfin, la charge qui est mise est un peu trop lourde, ce mmh, qui fait qu'au final, la gestion du mouvement est pas ouf. Ouais. Donc mmh, généralement, tu vois, je préfère mettre un back-off à un mec, qui est entre 15 et 20 ou même des fois, je suis assez large, entre 12 et 20 pour que le mec ait le temps de progresser, pour qu'il se fasse pas emmener par, la charge sur des Bayesian fly, sur du face pull, sur des reverse fly, plutôt qu'en fait de lui mettre entre 8 et 12 et qu'en fait au final, le mec, ne gère pas le mouvement. Et en plus de ça, je trouve que généralement, il y a des exercices qui se prêtent mieux Ouais. en fonction du contexte, en fonction de la machine, à avoir des séries un peu longues. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais des Bayesian fly,
Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup Oui, pour Bayern les Fly. pectoraux. C'est Les des... Bayesian Fly, tu sais, c'est genre des fly à la poulie, mais avec une rotation interne, tu sais, tu vois. Ah oui, oui, bah tiens, on avait parlé avec Romain en plus Il quand tu avais voulait, fait il le voulait t'en Covid. parler de cet exo. Pourquoi? On en parlera après, vas-y, continue. Et quoi ma question, j'avais... C'était pourquoi la rotation interne? Ouais, bah ouais, mais il y avait une raison on en avait parlé après, puis il y avait une autre question qui m'était posée. Parce que du coup, c'était qu'effectivement, du coup, c'était le rôle des pecs de faire ça. Mais Mhm. je m'étais dit un truc, mais je sais plus quoi. Je t'avais Bah, fait une réflexion, mais Romain. non, tu m'avais demandé est-ce que c'est du coup si vraiment significatif dans la rotation interne pour raccourcir plus le Ouais, je pec. pense. Ça devait être ça ma question, hein. Ouais, c'est ça. Euh, en fait, attends, je te réponds juste pour les Bayesian- pour la fourchette de Ouais, répétition et je te ouais, réponds après. ouais, vas-y. C'est que quand tu te retrouves, en fait, par exemple, moi, dans ma salle, en fait, on a une poulie, la poulie vis-à-vis qu'on a, c'est une poulie vis-à-vis Matrix qui fait tout à fait le taf, qui est pour le coup vraiment bien. Il y a du matos Matrix qui est vraiment pas ouf, mais là, cette poulie, elle est vraiment pas mal. Et, euh, et en fait, quand je me retrouve à faire des fly, si je devais faire entre 8 et 12 reps, en fait, il faudrait que je mette je pense, 14 ou 15 plaques, ce qui est quand même très significatif. Et je pense que genre, ça serait vraiment du n'importe quoi. Même en me lestant et tout, genre, c'est très compliqué. Donc, en fait, pour amoindrir cette gêne au niveau de la stabilité, et ben, en fait, souvent, je me leste avec une kettlebell de 20 kilos seulement. Et en fait, je mets 7-8 plaques. Enfin, en ce moment, je suis à 7-8 plaques. Et en fait, je vais chercher des fois genre jusqu'à 25 reps pour en fait pouvoir faire perdurer ma progression et pas me retrouver en fait à me faire emporter par la machine. Donc pareil, par exemple, pour des butterfly lateral raises, putain, j'aurais beaucoup prononcé ce mot pendant le podcast, Ouais, hein. ouais. C'est vraiment un exo, je trouve. C'est vraiment un exo, je trouve. Faire des séries trop courtes sur ce genre d'exo, pour la dynamique de mobilité, pour bien faire bouger sa scapula, pour maîtriser l'exo, pour maîtriser un minimum la phase excentrique, je trouve qu'entre euh, 10 et 25 reps, on est pas mal. Sachant que très souvent, moi, je programme plutôt 2-3 sets entre 15 et 25. Mec, moi, je trouve que tout ce qui est pattern d'élévation latérale en plus 15 reps, c'est une torture. Ah, bah, mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Ça fait C'est Ah une tellement ouais, mal. torture. Ouais, ça fait je trouve tellement que c'est une mal. torture. En fait, moi, c'est juste que le plus 15 reps sur un mouvement comme ça, mais bah, je l'ai fait parce que je l'ai lu dans ma proc il y a pas longtemps en plus. Mais franchement, ça fait tellement mal qu'en fait, t'as même tendance, je dirais, à des fois à essayer d'aller un peu trop rapide parce que ça fait mal et du coup, l'excentrique, tu la retiens moins et t'essaies Ouais, vas-y, de te dire, ouais, putain, vas-y, allez, 16, 17, machin, et tu vois, tu bombardes plus rapidement. C'est plus la réflexion que je je vais comprends. avoir, plus 15, tu vois. Mais, Ouais, je mais, comprends, je comprends. mais j'ai tendance, moi je mets beaucoup de 10-15, tu vois, sur ce genre d'exo. Genre Mm. lateral raises en Y ou en poulie étirement, là, tu vois, je mets plutôt être 10-15, enfin 12-15 en général. J'aime bien faire 9-12, 9-12, 9-12, 12-15, 12-15. Ça dépend après, mais Ouais, c'est des mouvements comme ça, typiquement, faire du 6-9, c'est sûrement pas la meilleure des idées. ouais. Après, ou peut-être une série, tu vois, en fonction de comment c'est placé dans ta séance. Il faut que le mec, Le niveau de force que t'as. techniquement c'est dur, hein, du 6-9 sur des élévations latérales quand même. Souvent ça Bah, en ressemble à fait, n'importe, ça ressemble à rien. sur un top 7 assez loin dans ta séance, si tu es bien warm-up et que tu es assez prêt en termes de mobilité, d'échauffement, que tu sens que l'exo te fait pas mal, ça va. Moi, Ouais. je sais que ouais, 8 10 8 12 6 Ouais, si c'est chaud. 6 non, mais je trouve que ouais, 6 ça se fait, hein. Ça se fait, mais je pense qu'il faut avoir un certain degré de gestion d'intensité, de gestion de l'exercice, etc. Ouais. Bien sûr. Et après, c'est aussi sur le jour d'exercice, c'est. Moi, des fois, j'ai pu être surpris par les fourchettes que je mettais, des fourchettes qui étaient plutôt longues. Et en fait, la personne qui n'arrivait pas à atteindre la fourchette, parce qu'il y avait trop de poids. C'est-à-dire que 2,5 Ouais, ouais. kilos sur la poulie, bah, pour des fois des petites femmes de 50 kilos, tu vois, qui viennent de débuter la muscu, bah, c'est pas forcément évident, 50-60 kilos, tu vois, c'est pas forcément évident, hein. Donc, des fois, limite, mettre des Ouais, ouais. fourchettes en lien avec le niveau de force subjectif que tu peux observer de quelqu'un, ça peut être intéressant, tu vois. Bah, il y a ça, mais après, genre, enfin, moi, généralement, quand je programme ce genre d'exo, c'est soit, en fait, je me dis que la surcharge, soit c'est dans ma salle, et à ce moment-là, moi, il n'y a aucun souci à ce que les gens mettent un microplate sur le pin et tout, tu vois, et genre, il y a pas de problème. Soit, en fait, justement, la fourchette de répétition, j'essaie qu'elle soit le plus haut possible jusqu'à l'acceptable pour que la personne, en fait, gagne un max de force avant de passer à la plaque d'après, en Ouais, fait, tu vois, ou ouais. à l'incrément d'après au niveau des haltères. Ouais, Je fais ça aux clairement. haltères aussi, moi je mets des fourchettes très longues, genre du 8-20, pour que y ait de la marche, quoi. Ouais, ouais.
Non, à 8 doigts, c'est beaucoup quand même. Ouais, mais mec, Ouais, sur... la fourchette est ouf, mais je comprends en vrai. Ouais, mais mec, Comme ça, sur... tu te dis, là, tu peux progresser tranquille sur le long terme Ouais, et il y a une dynamique de progression. Ouais, je mais sur comprends. Moi, tu des... mets 8 mains, j'attends pas 20, hein. Ouais, mais oui, Tu fais. oui. Non, mais ça dépendait. Tu vois, là j'ai une meuf qui faisait des curls parce que la poulie, enfin, elle en avait marre de faire des curls à la poulie, tu vois. Elle faisait des curls aux haltères, du coup, je l'ai mis. Mais mec, 2 kilos quand t'es une meuf, Ouais. passer des 2 kilos à 2 kilos, c'est galère de fou, hein. Du coup, Mm. Bah après, je sais pas si c'est 2 kilos quand t'es une meuf, mais en tout cas, c'est 2 kilos quand t'as un niveau de force qui est pas très élevé sur ouais, ouais, l'exo. ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est, C'est voilà colossal, quoi. quoi. Parce que ça reste en termes de pourcentage. C'est que du Oui, coup, oui, bah, c'est si tu ça. prends peut-être à 4, passer à 6, c'est la moitié de ce que tu Ouais, soulevais ouais. en plus, tu Donc vois. c'est Donc c'est ouais, vrai que, c'est énorme, quoi. ouais, c'est clair. Et Bon, du c'est un coup, petit peu éparpillé. attends, le Bayesian Fly, du coup, pourquoi une rotation? Ah oui, bah oui. Bah, en fait, le Bayesian Fly, moi, déjà, c'est un exo que j'ai toujours fait comme ça. Et il y a deux raisons. Vu que la dernière action motrice un peu que tu n'as pas en fait sur les fly, c'est la rotation interne. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Est-ce que c'est ultra significatif? Probablement que non. Et la deuxième raison, c'est que bah, en fait, toujours pareil, ça te permet de bouger en fait quand même Ah, ton c'est clair. numérus d'une façon où en fait, il va pas bouger très souvent. Vraiment, là, ton numérus peut bouger complètement en rotation interne, ou en tout cas sur une certaine quantité de rotation interne. Euh, je trouve ça plutôt rentable. C'est toujours pareil. Dans une dynamique, un mec qui fait beaucoup d'exercices différents dans sa prog, dans une dynamique de power, pouvoir faire bouger ton numérus vraiment en rotation interne et quelque part, en fait, quand il repart un peu en rotation externe, Mm. c'est toujours un petit pattern mécanique en plus. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, est-ce que c'est hautement significatif de rajouter la rotation interne? Non, je pense pas que ça soit hautement significatif. Mais Meno, quand il l'a mis dans Bayesian, la raison, c'était ça. En fait, la raison, c'était une raison qui était vraiment Biomécanique un peu. ouais, biomécanique exactement, qui Hmm. était en fait Mouvement, quoi. de se dire bon bah en fait le grand pectoral sert à l'adduction transverse, mais il sert aussi à la rotation interne. Bah du coup bah vas-y, tu vois, on va mettre les deux pour optimiser la mécanique au maximum. Bah, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, la vision que tu as du mouvement et des choix d'exercice, que c'est pas forcément celle que je peux avoir, enfin celle que je peux mettre en réflexion. Moi, quand je vais voir ça, par exemple, quand je vais voir ce type d'exo, je vais me dire quel est le gain en hypertrophie que tu peux avoir en faisant ça. Tu sais, c'est direct la réflexion que je vais avoir. Mhm. Je vais pas directement avoir ta réflexion de te dire, tu rajoutes un mouvement, et c'est normal que tu l'aies dans le cadre de ton sport, mais tu rajoutes un mouvement que tu n'aurais peut-être pas, un mouvement d'épaule pour le coup, enfin de rotation que tu n'aurais peut-être pas sur, bah, enfin que tu n'auras pas sur un fly classique. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir les choses comme ça. Ouais, mais je pense que bouger dans le plus de plans possible, le plus de... C'est pas que ça te garantit d'être de moins de blessés ou quoi que ce soit, mais tu mets quand même toutes les chances de ton côté pour Ouais. avoir un corps qui fonctionne bien, parce que bah en fait on est fait pour bouger quoi. Donc aller dans le plus d'amplitude possible, c'est quand même, je pense, la meilleure chose. Mais tu vois, c'est un petit peu ce que dit Ben Jens. Je sais pas si tu le suis, Axel. Ben Jens, ça te parle? Non, je le follow pas. Mais je vois qui c'est, mais je le follow Tu pas. vois qui c'est? Ouais, Bah, ouais, c'est ça me parle, quelqu'un mais qui je le va follow pas. justement parler du travail des Ouais. mobilités comme d'un travail en fait que tu fais à la salle de sport et où en fait c'est les exercices que tu fais et enfin, l'amplitude et les plans que tu vas avoir qui vont te permettre de travailler ta mobilité. Tu vois, typiquement tout Ouais, ce qui ouais, est ouais. élévation Y, tous les des trucs comme ça, tu vois, qui vont t'emmener dans des mobilités, enfin, dans des amplitudes que tu fais pas forcément dans la vie quotidienne, Ouais. que tu peux être amené à faire de façon, on va dire, pas souvent. C'est intéressant. Ouais, ouais. Mais du coup, toi, mécaniquement, enfin, je pense que tu le vois et tout, mais du coup, toi, c'est quoi ton avis sur le fait de te dire que tu rajoutes une rotation interne sur un fly? Moi, alors d'un point de vue purement hypertrophie, je dirais juste que je pourrais trouver comment le stand, bah déjà c'est cohérent d'un point de vue mécanique, mais le standardiser, arriver au moment où tu te dis je standardise, enfin je sais pas, je mets la rotation au même moment où j'ai les humérus qui se rapprochent, enfin c'est surtout que ça rajoute une difficulté à l'exercice, c'est un autre mouvement quand tu fais l'exo. Tu vois l'idée ou pas? Après je sais Ok, pas, hein, non, non, en vrai je l'ai jamais je vois fait. en fait, pour moi, c'est tellement intuitif Ouais. que j'ai jamais pensé à ça, mais oui, je comprends. Tu te dis, faut que j'arrive à synchroniser mes deux rotations internes au même moment pour être sûr que j'ai la même amplitude. Je Ouais, mais comprends. en vrai, c'est juste que je l'ai jamais fait, parce que ça se trouve en le faisant, je me dirais, ouais, en fait, c'est pas si compliqué. Mais c'est plutôt la réflexion que j'avais, c'était de me dire plus, bah déjà, est-ce que ça raccourcit à ce point-là? Dans ce cas, après, oui, en soi. Mais ouais, c'est plus le côté standardisation.
Et qui me Ok, faisait. non, mais je comprends. t'as pas de gêne à l'épaule sur la fin, quand t'es en fin de rotation interne? Non, pas du tout. Ok, ouais. Ce que je me demandais, parce Genre, que, vraiment parce que pas t'es du vraiment tout. sur une fin de range, je me demandais si est-ce que Parce ça. que moi, tu vois, j'aurais tendance à, sur une rotation, justement, une rotation interne, à ressentir un petit truc à l'épaule, tu vois. Peut-être Je sais que là, même, Bah, parce que en tu fait, la fais pas, quoi. Aussi. peut-être, c'est ce que je ouais, me dis aussi. Peut-être parce que toi, tu le fais depuis souvent que t'as pas de gêne. tu vois, quand ça faisait genre un bail que je faisais pas de Bayesian Fly, il y a des moments dans mes procs, parce qu'en fait, souvent, quand je me retrouvais à la fin de la phase excentrique, si j'avais les pecs un peu tight parce que j'avais un peu gragne une série de bench, ça avait tendance un peu à me faire mal au niveau de l'insertion, au niveau de l'humérus, c'était un peu bizarre. Donc il y a des moments où en fait je le retirais de ma prog et en fait quand je le remettais, le fait d'aller chercher cette rotation interne, je sentais que bah, pour le coup, un peu au même endroit, à la fin de la rotation interne, au niveau de, je savais pas vraiment si c'était l'insertion de mon deltoïde antérieur, de mon grand pectoral. Je sentais que c'était pas fou. Mais là, en ce moment, depuis ouais, une bonne année, tu vois, je le fais régulièrement dans ma prog. Et non, tu vois, genre, j'ai pas de problème. Ouais, je pense que si t'as la bonne dose et le bon truc, ça aura plutôt tendance à te renforcer, hein, forcément, d'aller dans cette amplitude, dans ces De toute amplitudes-là. façon, c'est comme pour tout, Ouais, hein. On parle des dos ronds, mais on parle ça, de choses là. c'est ce que j'allais dire. Ouais. On revient, ouais, bah oui, on en revient au même, hein. C'est les mêmes débats qu'il y a depuis tout le temps. C'est que si tu surcharges progressivement, que tu vas intelligemment, ça le fait, quoi, sur le long terme. Ton corps s'adapte. Et d'ailleurs, moi, je vais vous poser une question, parce que là, tu as parlé d'un sujet qui me fait frétiller. C'est quoi votre avis sur le dos rond? Honnêtement, j'en ai pas. J'ai pas assez, on va dire, agnostique sur le sujet jusqu'à que je creuse le sujet. Ah, Mais alors, moi, d'un point de vue, juste d'un point de vue coaching, je vais pas conseiller un dos rond, Ok. par précaution. ok, Ou du bah, moins, après, je vais pas forcément avoir. Enfin, il y a des mouvements où tu vois le hip extension, l'extension bras lombaire. Si Mhm, je vois une flexion lombaire, bah déjà après c'est pareil, c'est que et au final la flexion lombaire elle est toujours un peu là. C'est assez subjectif mhm, là, le degré de flexion lombaire que tu vas dire. Là c'est trop de flexion lombaire. Mais on va dire qu'un peu trop de flexion lombaire sur un mouvement type hip extension s'il n'y a pas de douleur, je prête pas attention. et moi, je me ok. suis quand même un peu Et plus toi, Romain? renseigné sur le sujet. Après, j'ai pas d'avis non plus hyper tranché, mais moi, j'ai tendance, tu vois, à quand même programmer beaucoup de Jefferson Curl, tu vois. Donc, déjà, Ok. je suis quand même plutôt team Doron parce que d'expérience, enfin, moi, déjà, j'avais un RDL qui était beaucoup douloureux au niveau de lombaire, sacro-iliaque, etc. Et d'expérience, moi, j'ai programmé, du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de bouger mon dos, quoi. D'aller en léger, Mhm, mais juste d'aller dans des amplitudes, des fins d'amplitude et tout, et de renforcer ça vraiment très progressivement. Et bah, bizarrement, tu vois, j'ai plus aucune gêne, plus aucune douleur sur mes RDL depuis que je fais du Jefferson en rotation et du Jefferson normal, tu vois. Et d'expérience ok. pareil, full expérience, hein, à des clientes et des clients qui avaient des douleurs sur des RDL, je leur mets un Jefferson en léger, progressif, et on va pas avec des haltères de 40 kilos, tu vois, genre, je sais pas, 5, 10, 15 kilos selon Mhm, le gabarit. Et la plupart bah, n'ont plus de douleur après au bas du dos, tu vois. Et au-delà de, je pense, renforcer les érecteurs, aller donner de l'amplitude, parce que la colonne, quand même, je pense, c'est un truc que déjà, on n'a pas du tout la conscience de beaucoup la bouger consciemment, tu vois, vraiment. Et je mhm, pense que sur les RDL, ce qui fait mal, et ça c'est juste ce que j'ai l'impression, c'est que certaines personnes bougent hyper mal leur dos, et du coup t'as genre une vertèbre qui va prendre beaucoup plus que les autres, ou genre une partie qui prend beaucoup plus, parce que ça, genre, ça se transfère pas bien, tu vois, sur tout le dos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. mhm. Après, il y a aussi le Ouais, ouais, je fait vois ce que tu veux dire. pas bien gérer aussi le grand dorsal, je pense que ça c'est un des facteurs principaux qui fait qu'il y a des douleurs aussi sur ce mouvement. Mais ouais, globalement, moi de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est plutôt positif sur la santé du dos, quoi. Tant que c'est fait progressivement, pas n'importe comment, quoi. Romain Team de rond. Ouais, vraiment team Doran. Et toi, c'est quoi ton avis du coup Bah, moi, mon avis, c'est, je suis plutôt, enfin, du coup, si on parle de manière globale, je suis pas du tout anti-dos. Je pense que, enfin, pour le coup, les érecteurs sont faits pour faire de la flexion et de l'extension, donc c'est que sur une partie, évidemment, il y a une raison. Tu vois, même au-delà de n'importe quelle réflexion d'étude ou de je sais pas quoi, Oui. moi, ma réflexion, ça a toujours été, bah, en fait, je sais pas, tu sais, genre, je peux faire un dos rond, je peux faire une extension, enfin, je peux faire une flexion du rachis, je peux faire une extension du rachis. C'est que il y a forcément, ça ne peut pas être, il faut surtout pas le faire, tu sais, tu vois. Ouais. Pour moi, ça ne pouvait pas être ça, en fait, tu vois, genre la réponse. Ça serait pas là sinon. Euh,
Déjà, ça serait pas là. Hmm. Et en plus de ça, si on regarde vraiment que sur le deadlift, avant que tout ça prenne autant d'ampleur sur les réseaux, moi, c'est déjà un sujet que j'avais bachoté en fait de mon côté. J'avais regardé un peu la littérature, j'avais écrit tout un cours, ça, grande blague avec Romain, j'avais écrit tout un cours sur la formation que j'avais démarré avec un pote à moi, Barbell Knowledge. Enfin, j'avais écrit 100 pages sur le deadlift et le dos rond, que j'ai jamais sorti. Bref, peu importe, c'est pas très grave. C'était il y a 4 5 ans, ça. Toujours dans le Et en fait, téléphone, la hein. conclusion, toujours sur Google Drive, tout est là, tout est là, Elle est mais prête, hein. mais c'est pas utilisé, c'est pas grave. Euh, c'est qu'en fait, la conclusion que j'avais eue de tout ça, c'était de faire la différence entre ce qu'on appelait un moment de flexion et un mouvement de flexion. C'est Hmm. qu'un moment de flexion, bah, c'est qu'en fait, en biomécanique, bah, en fait, quand tu as un moment angulaire avec une certaine flexion, c'est une chose. Et le fait que ton corps se déplace dans l'espace d'un dos dans une position X à une position Y, bah, c'est un mouvement en fait de flexion. Et en fait, ce qui semblait ressortir, et en fait, c'est un peu ce qui est dit aujourd'hui, c'est que la problématique sur du deadlift, en tout cas, en powerlifting, la problématique serait d'avoir un mouvement de flexion qui augmente de manière drastique au fur et à mesure de ton deadlift par rapport au fait d'avoir un moment de flexion, c'est-à-dire qu'en fait ta colonne vertébrale dans son ensemble et même le rachis lombaire se retrouve avec une certaine quantité de flexion et que globalement, cette quantité de flexion reste plus ou moins inchangée à quelques degrés près au fur et à mesure de ton mouvement. Par contre, si tu démarres, je vais dire des angles un peu au hasard, si tu démarres avec 5%, 5 degrés de flexion sur ton deadlift et que tu termines à 25 et que la barre décolle au fur et à mesure du mouvement, que en plus de ça, mécaniquement et techniquement, t'es pas ouf, c'est-à-dire que tu fais en sorte que le bras de levier augmente un petit peu parce que la barre se décolle un peu, parce que ta technique n'est pas exceptionnelle sur ton deadlift, bah ouais, les contraintes que tu vas mettre sur ton dos, peuvent être problématiques, mais en fait, elles peuvent être problématiques si en fait, tu n'as pas la mobilité pour assumer la contrainte dans cette amplitude-là. Si de manière générale, tu délivres toujours avec 10 degrés de flexion de ton rachis et même 10 degrés de flexion lombaire, bah, en fait, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toujours, depuis plusieurs années, depuis 2 3 ans, je deadlift avec une certaine quantité de flexion et j'ai aucun problème. J'ai jamais mal au dos, j'ai jamais de problématique. Voilà. Par contre, avant, j'avais tendance à deadlifter avec le dos très droit, ce qui me valait un deadlift qui était vraiment pas ouf en termes de performance. Ça m'a bridé pendant vraiment longtemps parce que, même en termes de mécanique sur le deadlift et d'optimisation du deadlift, quand tu arrondis dans une certaine mesure ton rachis dans l'ensemble, en fait, ça rapproche ton bassin et tes hanches de la barre. Donc, ce qui fait que le bras de levier est plus court. Et donc, bah, forcément, bah, plus ton bras de levier est court et plus, en fait, tu peux être fort. Ce qui fait que généralement, quand tu vois des mecs qui ont des deadlifts qui sont absolument incroyables, tu prends un mec comme, peut-être que vous voyez qui c'est, Jamal Bronner. Non? Oh là là, putain, les gars. Et Eh ben, c'est c'est il c'est va nous c'est fumer. c'est c'est un powerlifter qui est extrêmement fort, qui deadlift en sumo et qui a passé qui a passé 500 ou plus de 500 en sumo, mais qui est un mec qui depuis genre 2 ans affole un peu la toile avec son deadlift. Et c'est un mec, quand tu le vois deadlift, bah évidemment, en fait, tu as l'impression que le mec n'a aucune amplitude parce que son bassin, sa structure de hanche, comment il est positionné, comment est positionné son dos, bah, en fait, tu as l'impression que le mec ne bouge pas en fait quand il deadlift. Et tous les mecs qui sont extrêmement forts sur le deadlift, en fait, tu as toujours cette impression-là. Tu as l'impression qu'en fait, les mecs ne font rien parce que, en fait, leur hanche est tellement proche de la barre que, bah, en fait, quand ils tirent, ils sont vraiment dans un axe qui est pas mal vertical. Alors qu'un mec qui a tendance à avoir le dos qui est très plat, avec les hanches très reculées, avec les bras assez courts, et ben en fait, le bras de levier entre la barre et sa hanche est en fait extrêmement long. Donc, ce qui fait qu'en fait, le mec, tu le vois décoller la barre et après, il faut que tu le vois ramener son bassin pour terminer son extension de hanche, alors qu'un mec qui est build pour faire du deadlift plus qu'à une bonne technique, et ben en fait, le mec, tu le retrouves à, à, à avoir l'impression qu'en fait, son bassin était collé à la barre pendant tout le mouvement. Et en fait, c'est ça, en fait, généralement, qui fait la différence entre des mecs qui sont très forts au deadlift et des mecs qui sont moyens, voire mauvais. Et ce mec-là, c'est pas un blond? Non, non, c'est un tismé.
Ok, putain, non, je jouais à un mec qui faisait ça aussi. Rien à voir. T'as l'impression qu'il est tout droit, mec, sur son deadlift. Tu vas voir de qui je parle. Un Un mec blond. qui a des perfs de zinzin. Il tire en sumo aussi. En sumo? En sumo. Et vraiment, le mec Hmm, est. C'est un Ricard, je pense. Je suis quasiment sûr. Je te le retrouverai, je te dirai. Vas-y, vas-y, Intéressant vas-y. d'en parler, Axel, mais tu penses quoi de l'impact de la morphologie, alors sujet très sensible en ce moment, mais l'impact de la morphologie sur les performances, bah, du coup en powerlifting dans ton cas, et est-ce que toi, en fonction de la morphologie de quelqu'un, tu peux te dire, ok, cette personne-là, je vais lui faire ça plutôt que ça, sur quelqu'un Alors, qui... c'est marrant. Ouais, ouais, c'est marrant parce qu'en fait, ça reprend un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure. Parce que dans l'étude, en fait, dont je parlais par rapport à la dorsiflexion de la cheville, en fait, à la base aussi, ce qui était regardé, c'était quel est l'impact, en fait, des différents leviers et de la taille des segments sur le squat d'un athlète. Et en fait, généralement, ce qu'on pense, c'est que un athlète qui a un torse plutôt longs, avec des fémurs qui sont plutôt courts et des tibias qui sont plutôt longs, va se retrouver en fait à être build pour avoir un squat qui mécaniquement va être plutôt avantageux. Moi, c'est quelque chose, et du coup, ce n'est pas validé scientifiquement, puisqu'en fait, la conclusion de cette étude, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt la dorsiflexion de cheville qui était un driver qui était très important. Et moi, c'est quand même quelque chose que j'utilise à titre un peu indicatif, c'est-à-dire que quand je vois un gars, à 90%, le mec, quand je le vois, enfin, un mec ou une femme, hein, peu importe, je me dis, OK, elle va plutôt être faite pour avoir un bon squat, il va plutôt être fait pour avoir un bon deadlift, parce que bah, quand le mec a des avant-bras extrêmement longs, avec des fémurs extrêmement courts et des tibias plutôt longs, bah, en fait, souvent, ça donne des gars qui ont une amplitude sur le deadlift qui va être quand même vraiment courte. Donc, du coup, forcément, c'est plutôt avantageux. Comme je dis, c'est quelque chose que j'utilise un peu à titre indicatif, puisque c'est pas valide, mais je trouve que c'est plutôt pertinent, en fait, comme concept, même si voilà, c'est pas appuyé scientifiquement. Et d'expérience, tu dois voir quand même, maintenant, assez facilement, quand tu vois un mec, te dire, ah, putain, lui, il est bien fait pour faire ça. Ah, lui, il est peut-être bien fait pour faire ça. Est-ce que t'arrives à être précis là-dessus maintenant? Avec toute l'expérience que t'as. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Genre, vraiment, souvent, quand je vois un mec, en fait, souvent, quand je vois un gars, très vite, je sais si le truc que je sais le plus facilement, c'est si le mec peut être bon au deadlift ou pas. Genre, ça se voit tout de suite. Un mec qui est longiligne avec des longs bras, qui a pas une masse musculaire qui est énorme, donc c'est-à-dire qui ressemble pas à un petit mec trapu, souvent, c'est un très bon setup pour être fort au deadlift parce que, bah, en fait, plus le mec est longiligne et en fait, bah, plus le mec va se retrouver à ne pas avoir de déport Ouais. vers l'avant. Un mec qui a tendance à avoir des bras qui sont assez courts, avec un buste qui est assez court et avec des tibias qui sont plutôt... Bon, là, tu as un peu tous les cas de figure, mais en tout cas, avec des tibias et des fémurs qui sont pas spécialement courts ou pas spécialement longs, Ouais. bah, en fait, souvent, le mec se retrouve à avoir, quand il va venir attraper la barre, à avoir une telle quantité de dorsiflexion de cheville et de flexion de genou que, bah, en fait, pour que ces tibias soient le plus verticaux possible au démarrage, bah, ça va être hyper compliqué. Donc, ce qui fait que le mec, avant de pouvoir se retrouver dans une trajectoire qui va être bien rectiligne, où il va pouvoir tirer sa barre dans un plan qui va être très vertical, bah, faut que le mec contourne en fait ses tibias Ouais, ouais. pour pouvoir, enfin, qui tire la barre, qui contourne ses tibias pour que eux ils puissent se relever, pour qu'en fait le mec puisse à ce moment-là se retrouver sur ses quadris et pouvoir tirer la barre. Alors que un mec qui est un peu plus build pour le deadlift, en fait, quand il va se positionner au démarrage, la longueur de ses bras et de ses avant-bras et le positionnement, enfin le ratio entre ses fémurs et ses tibias vont lui permettre d'aller attraper la barre en ayant les tibias Presque vraiment verticaux, ouais. très verticaux
voilà, ou totalement verticaux en fait. Et bah forcément, bah, quand tu dois pas contourner tes tibias et que tu tires dans un axe qui est parfaitement vertical, bah c'est beaucoup plus simple que de devoir contourner tout ça. Et puis en plus, souvent, les mecs qui sont pas très forts au deadlift ou qui sont un peu embêtés pour le deadlift, ça va souvent être des mecs qui ont euh, des gros quadris. Donc un mec qui doit contourner ses tibias plus qui a des gros quadris et qui tire en tradi, ça fait qu'en plus quand il arrive sur ses cuisses, par rapport à un mec qui aurait des quadris qui sont un peu moins gros, mais en fait il se retrouve à avoir un bras de levier qui est Un un peu peu plus, plus ouais. long, un peu plus déporté vers l'avant. Donc bah c'est pas ouf. Et souvent, un autre truc que j'ai observé qui est pas tout le temps vrai, mais qui est quand même assez courant, c'est que généralement les mecs qui sont c'est pas tout le temps vrai parce qu'il y a des mecs qui sont assez bons dans tous les lifts, mais des mecs qui sont très bons au squat et très bons au bench, c'est souvent des profils de mecs un peu trapus, avec des morphologies un peu, ouais, un peu de mecs trapus. C'est souvent des mecs qui sont pas très bons Au deadlift. au deadlift. Et à l'inverse, des mecs qui sont très bons au deadlift, c'est pas des mecs qui sont extrêmement forts euh, au squat et au bench. Bien que Ouais. tout ça, ça reste un peu il y a une forme, c'est un peu bon. C'est pour discuter, pour voir un peu les différents points de vue. Parce qu'évidemment, qu'un mec qui est extrêmement longiligne et qui rajoute 15 centimètres de tour de cuisse, qui rajoute 15 centimètres de tour de cuisse, bah, son squat peut être tout à fait bon. Incroyable, Mais ouais. mécaniquement, de base, morphologiquement, on se dirait, bah, c'est pas le mec qui va être le plus prédisposé à avoir un gros Hmm. squat. De Après, toute façon, ça c'est, on va dire que c'est au-delà de la question du fait de, ouais, tu observes que la personne du coup va être fait ou pas fait, ou du moins va être bon ou pas bon. Moi, ce qui peut me Mhm. changer, alors pas dans ton discours, mais dans ce qu'on peut entendre des fois par rapport à la morpho, c'est surtout que du coup, ça va dire, ouais, limite, n'en fais pas, tu vois. Limite, t'es pas fait pour ça, n'en fais pas, ou Ouais, grave. bah, tu vas te blesser, ou machin, tu vois. Alors qu'en réalité, si Mhm. tu as envie d'en faire, un mec qui veut être fort au bench, bah, qu'il soit fait ou pas fait pour faire du bench, bah, fais du bench, si à un moment donné, tu veux être fort au bench. Ouais, Enfin, tu fais pas de complètement. power. C'est plus Ouais, vers ouais. ça et que je Non, t'aurais. mais du coup, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en fait, même si ta structure n'est pas très favorable à un mouvement, je pense que la quantité de masse musculaire que tu ajoutes peut carry à 80%, 90% ta structure de base. Donc, moi, un mec qui me dit, ouais, mais tu comprends, genre, j'ai l'impression que je suis pas trop fait pour faire du deadlift ou pour faire du squat, il y a un peu un côté, ta gueule, viens, on va faire du leg curl, du leg press, on va faire du Hmm. deadlift, on va faire du RDL, et on va voir si tu passes pas de 90 à 200 dans l'année qui passe, tu vois. Et souvent, ah bah ouais, c'est vrai, etc. En fait, finalement, oui, c'est pas ce que je croyais, ça a été plus possible que ce que je croyais. Bah ouais, est-ce que, genre, tu vas faire 400 kilos deadlift? Probablement pas. Mais est-ce que tu peux prendre du plaisir, tirer des barres des 200, 220, Exactement. 250, 260? Bah ouais, complètement. Hmm. et surtout que tu peux toujours optimiser le mouvement par rapport à tes leviers, quoi. Je pense que toi, tu as des athlètes qui Grave, doivent avoir complètement. des leviers, tu vois, vraiment chacun a ses leviers, tu vois. Et à force de trouver des techniques, etc., tu trouves sûrement ce qui te convient le mieux en termes, par exemple, de flexion un peu de la colonne thoracique sur ton deadlift pour venir essayer d'avoir les tibias un peu plus verticaux. Ouais, ouais. Tu vas trouver ce qui te convient le mieux et en fait avoir un deadlift qui peut être extrêmement bien même si t'as pas les prédispositions. Et puis même comme par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au deadlift, c'est que un mec qui a tendance à avoir quand même une structure un peu conséquente avec des gros quadris, en power, le mec a quand même l'option de se mettre en sumo et du coup de sortir en fait ses tibias et ses quadris dans une certaine mesure de la ligne de tirage en fait au moment du démarrage et au moment du lock. Alors évidemment, quand tu as des grosses cuisses, tu as des grosses cuisses en tradi ou en sumo, mais ça peut être une option, au moins pour le démarrage, de sortir tes tibias qui sont trop proéminents vers l'avant et de te permettre de trouver une alternative. Et voilà. Et puis même un mec qui est extrêmement longiligne, si pour n'importe quelle raison il a des adducteurs qui sont plutôt solides avec une bonne mobilité, bah, le mec, rien ne l'empêche d'avoir un squat avec une stance qui est plutôt large et du coup d'avoir moins d'amplitude de descente et voilà, enfin, il y a évidemment toujours des options. Rien n'est figé en mode, ah bah non, bah, du coup, je suis foutu comme ça, donc c'est mort, Hmm. quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux toujours trouver. Et t'as des mecs. Enfin, je crois que les mecs qui font les meilleures barres sur des squats, des trucs comme ça, c'est des mecs, quand tu regardes leurs morphos, qui ont pas forcément des morphos pour squatter comme on pourrait le croire, tu vois. Bah, John Hack, ce que je disais tout à l'heure. John Hack, tu vois le mec, de base, t'as pas trop l'impression que c'est un mec qui est spécialement fait pour faire du squat, hein. Et pourtant, le mec squatte plus de 350. Donc, Hmm. Donc ça, voilà. le mec est pas mauvais, quoi. Ouais, ouais.
C'est la fin de la première partie du podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à laisser 5 étoiles. Et on se dit à très vite.